la présentation. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Pascale Pilon, je suis la directrice générale de Finautonome et ce soir, je vous présente un webinaire sur la nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées. L'objectif de cette présentation, de ce webinaire, c'est de vous donner l'information dans un langage qui est le plus compréhensible possible pour la plus grande majorité. Sachez toutefois que s'il y a des mots que j'emploie, que vous ne comprenez pas bien, qu'il y a des informations qui sont mal comprises, que vous avez toujours accès à nos services d'accompagnement qui sont 100% gratuits et qui sont vraiment là pour répondre à vos besoins d'accessibilité, d'adaptation et qu'on va tenter de vous expliquer les concepts d'une façon pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit, parce qu'on va parler ce soir d'une prestation qui est très, très intéressante, mais qui peut avoir des concepts puis une façon de le comprendre là, qui peut être difficile pour certaines personnes. Donc, sachez que c'est tout à fait normal. Vous comprenez pas 100% de ce que je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible. Je vais faire une petite présentation aussi de notre site Internet vers la fin de la présentation pour que vous voyez où est située l'information qui concerne cette nouvelle prestation-là. Tous les liens sont vraiment présents sur notre site Web. Alors, Finautonome, je vous rappelle qu'on est un organisme communautaire, un par et pour, donc qui a été fondé, qui est dirigé, le conseil d'administration et même l'équipe de travail est composé en majorité de personnes en situation de handicap et de proches aidants. Notre mission, c'est toujours de permettre aux personnes d'améliorer leur bien-être financier et bien souvent, pour les personnes ou les familles dont un membre est en situation de handicap, les programmes gouvernementaux sont souvent un levier très important. Donc, ça correspond à une grande partie de nos activités là, pour améliorer le bien-être financier des personnes en situation de handicap et leurs proches, c'est de parler des programmes et mesures fiscales qui existent auprès des paliers du gouvernement. On offre évidemment dans nos services des conférences en ligne, mais comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je vous rappelle que nos services d'accompagnement administratif font vraiment l'ensemble des démarches avec vous. C'est toujours gratuit, à la fois pour les individus, pour les professionnels, pour les personnes qui voudraient avoir des informations sur les programmes et les mesures. Bon, qui que vous soyez, nous, on donne les services à tout le monde, donc on vulgarise vraiment pour tout le monde. Et pour ce qui est de l'accompagnement administratif, on le fait du début à la fin selon vos propres choix, selon votre rythme et ce que vous avez besoin. Donc, que ce soit pour simplement comprendre ce qui est écrit dans les formulaires, pour réviser ce que les professionnels de la santé auront inscrit dans vos formulaires pour s'assurer que ça correspond bien à ce qui est entendu. Donc, ça peut vraiment aller là du début à la fin d'un processus pour tous les programmes et mesures qui existent pour vous. On a aussi un programme, une nouvelle formation, un parcours d'éducation financière, c'est un projet pilote. Malheureusement, je vous rappelle que pour faire partie de ce projet pilote-là, il faut faire affaire, il faut que vous vous référiez à un des organismes qui va nous accueillir pour qu'on puisse offrir ce parcours-là d'éducation financière qui se déroule en présentiel. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire directement pour l'instant à ce programme-là, mais si vous voulez avoir de l'information, on va vous diriger vers l'organisme le plus près de chez vous qui possiblement fait le parcours là, dans les 2 prochaines années. Et également, je mentionne dans ce webinaire qu'on offre les services d'accompagnement à toutes les personnes francophones hors Québec. Donc, notre action ne se limite pas simplement au Québec, même si la majorité des personnes qu'on accompagne provenaient d'abord du Québec pour les francophones, mais qu'on accompagne vraiment tous les francophones à travers le pays et qu'on peut offrir aussi des services en français et en anglais. Malheureusement, ce qu'on
qu'on ne fait pas pour l'instant, c'est de traduire toutes nos présentations. Mais si vous voulez avoir des présentations en anglais, sachez qu'on a des collaborations avec des partenaires dans les autres provinces qui offrent régulièrement aussi des présentations, donc on pourra vous référer. Alors, agir maintenant pour garantir l'accès aux Québécois et à tous les francophones, à toutes les personnes qui sont touchées à la prestation fédérale pour les personnes handicapées. Je vous rappelle que tout le contenu de cette conférence vise à être compris par le plus grand nombre de personnes. Il vulgarise l'information qui est disponible sur le site du gouvernement. On va aller le voir un peu plus tard là, dans la rencontre. Je vais vous en faire la démonstration. Alors, c'est quoi la prestation canadienne? C'est un supplément de revenus. Donc, c'est une prestation qui est venue combler une lacune dans le filet de sécurité sociale qui était particulièrement présente, excusez-moi, pour les personnes adultes, donc de 18 à 65 ans. Donc, elle vise à compléter et non à remplacer les mesures provinciales et territoriales de soutien aux revenus. Et bonne nouvelle, au Québec, les programmes d'aide sociale sont exonérés, donc ils ne sont pas considérés la prestation n'est pas considérée, donc elle ne va pas couper les programmes d'aide sociale. C'est plutôt l'inverse. J'espère que je ne vous aurai pas confondu avec ce petit cafouillage. La prestation canadienne pour les personnes handicapées, en résumé, c'est une aide qui annuellement pourrait représenter 2 400 $, soit 200 $ par mois. Ça sera ajusté à chaque année pour tenir compte de l'inflation. Donc, ça va se faire vraiment au début de chaque année, là, le montant révisé. Le montant exact que vous recevrez va dépendre de votre revenu annuel, hein. Plus votre revenu annuel est élevé et moins le montant de la prestation va être important. Donc, c'est vraiment une prestation qui vise à venir soutenir les personnes à plus faible revenu qui sont en situation de handicap. L'entrée en vigueur, on le répète, c'est l'entrée en vigueur, donc les paiements vont commencer en juillet 2025, même si vous savez que on vient tout juste d'avoir l'information à savoir comment est-ce que les gens vont pouvoir se rendre admissibles ou recevoir, s'inscrire. Donc là, j'ai des nouvelles pour vous ce soir. Je vais vous les annoncer, mais sachez quand même que le portail où vous devrez vous inscrire n'est toujours pas disponible, mais qu'il sera très bientôt, le 20 juin. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour vous expliquer que c'est quoi les seuils de revenus. Hein? Je vous disais que c'est vraiment une prestation qui est là pour venir soutenir les personnes à plus faible revenu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seuil, hein, les montants, si vous gagnez plus que les montants qui sont affichés dans la présentation, donc 23 000 $ par année pour une personne célibataire, ou 32 500 $ pour une personne mariée ou en union de fait. Si vous gagnez plus, si votre revenu excède, votre prestation va commencer à être réduite. Donc, c'est un calcul, c'est réduit de 20 cents pour chaque dollar de revenu supérieur à 23 000 $. Puis lorsque les deux membres d'un couple sont prestataires, donc que les deux personnes sont admissibles à recevoir cette prestation-là, là, à ce moment-là, la prestation de chaque personne va être réduite de 10 cents pour chaque dollar de revenu supérieur à 32 500 pour le revenu familial. Ça m'amène à vous expliquer tout de suite que le revenu familial, qu'est-ce qu'on veut dire par un revenu familial? Il s'agit toujours soit du revenu d'une seule et même personne ou du revenu d'une personne et de son ou sa conjointe de fait ou de son mari ou de sa femme. Donc, il faut que ce soit des époux. Dans un revenu familial, on ne compte pas les enfants adultes qui font partie du ménage. Donc, ils n'entrent pas dans le revenu familial. Donc, le revenu familial, c'est vraiment le revenu d'une personne adulte ou de la personne et de son conjoint, mari ou femme.
On va aller voir un peu plus tard un estimateur de votre prestation qui est en lien sur notre site. Donc, le gouvernement fédéral a mis à la disposition des personnes cette semaine un estimateur. Donc, on va pouvoir aller faire, je vais faire avec vous quelques scénarios pour que vous voyez comment fonctionne l'estimateur, c'est quoi les données qu'on doit entrer dedans pour avoir une idée. Donc, c'est pas, il faut pas penser que ça va être absolument le montant qui va être affiché là, mais ça va vous donner une bonne idée. Pourquoi est-ce que ça ne sera pas exactement le montant? Mais c'est que comme dans tous les programmes, il y a des petites exceptions, il y a des particularités qui s'appliquent à certaines personnes qu'on verra pas toutes ce soir dans la présentation parce que ça demanderait à ce qu'on fasse une présentation exhaustive de tous les cas de figure, puis il y en a quand même plusieurs. Donc, on va pas aller jusque-là, mais sachez que si vous aviez, une fois que la prestation sera en force, que vous recevez la prestation et qu'il y a une différence, puis que vous voulez comprendre la différence du montant que vous allez recevoir versus ce que vous aurez estimé, on pourra regarder ça avec vous puis voir s'il y a certaines choses qui pourraient entrer là à modifier le montant que vous allez recevoir. Là, je vous ai parlé des seuils de revenus juste avant. Mais là, il y a une autre information très importante à comprendre et à savoir d'abord, c'est qu'il va y avoir une exonération. Ça veut dire qu'on ne va pas considérer dans le calcul de vos revenus une portion des revenus de travail, certains revenus de travail. C'est ça que ça veut dire l'exonération, ça veut dire qu'on ne va pas le calculer là. Vous pouvez, dans le fond, gagner un certain revenu qui va excéder des revenus de travail qui vont excéder, ça c'est pour les personnes qui ont des prestations, mais qui pourraient excéder le 23 000 puis qui vont pas venir baisser votre prestation, autrement dit. Alors, c'est une partie des revenus qui proviennent d'un emploi ou d'un travail indépendant qui est exclu du calcul. Donc, si vous avez des revenus de travailleurs autonomes, par exemple, que vous avez des revenus de travail, à ce moment-là, jusqu'à un certain montant, on va le voir dans la prochaine vignette, ce montant-là va être exonéré, donc il ne sera pas mis dans le calcul de la prestation. Ça veut dire que cette partie-là, elle ne sera pas prise en compte pour savoir si vous dépassez le seuil qui réduit la prestation. Alors, c'est quoi ces montants-là qui sont exclus selon la situation familiale? Donc, les montants qui vont être exclus pour une personne seule, c'est jusqu'à 10 000 $ de revenus d'emploi. Donc, vous allez voir que sur le site du gouvernement, c'est toujours écrit revenu d'emploi, mais que le revenu d'emploi fait aussi référence à tout autre revenu que vous pourriez, des revenus des gains qui sont faits en lien avec le travail. Donc, il y a une définition, on va pouvoir le regarder ensemble. Pour les couples, que vous soyez mariés ou en union de fait, c'est jusqu'à 14 000 $ combinés de revenus d'emploi ou de travail qui ne seront pas comptés dans le revenu familial. Donc, on se rappelle que le revenu familial, là, le seuil pour un couple, c'est 32 500. Et donc, ce couple-là pourrait avoir en revenu d'emploi ou de travail ensemble, donc en considérant les revenus des deux personnes, une exonération, donc un revenu qui ne sera pas compté dans le calcul jusqu'à 14 000 $. En résumé, le montant que vous allez recevoir, il dépend de 3 choses. Il dépend du total des revenus reçus pendant l'année par la personne et par son conjoint, si c'est le cas. Des types de revenus. Est-ce que c'est des revenus d'emploi? Est-ce que c'est des revenus d'aide au dernier recours, d'aide sociale, des indemnités? Donc, toutes les personnes qui reçoivent des indemnités de la CNESST ou de la SAC. Donc, ça, c'est un autre type de revenu. Ça, c'est comptabilisé.
et la situation familiale de la personne, si c'est une personne seule ou en couple, ou si les deux personnes qui forment le couple sont admissibles. En résumé, ce qui est compté dans les revenus, comme je vous disais, c'est les revenus c'est l'argent qui est gagné par un emploi ou un travail autonome. Aussi, dans les revenus, c'est l'aide sociale. Donc, si vous êtes sur un programme d'aide au dernier recours, c'est un revenu qui compte. Les indemnités d'assureur public, comme je vous ai mentionné, là, je m'excuse, il y a que ce soit la CNESST, la SAAC, mais aussi les indemnisations d'assureurs privés. Donc, si vous avez des indemnités de salaire, c'est aussi considéré dans vos revenus. Tout autre revenu reçu dans l'année. Vous savez qu'on est tenu de déclarer aussi nos revenus de gains de jeu ou de loterie. Donc, ça pourrait faire partie aussi de ces revenus-là. Et les revenus du conjoint. Par contre, ce qui n'est pas compté, ce qui est exonéré, vous allez revoir ce mot-là plusieurs fois sur le site du gouvernement, c'est les montants qui proviennent d'un retrait de REI. Donc, si vous retirez des sommes d'un REI, vous savez qu'à partir d'un certain âge, à partir de 60 ans, vous allez être invité à retirer, à faire des retraits de votre REI. Ça va être exclu, ça, c'est pas compté. Donc, sachez quand même que les revenus, quand vous faites les retraits du REI, ils sont imposables au moment du retrait, mais ils vont être exclus du revenu modifié. Donc, dans le calcul, vous allez voir aussi ce terme-là, revenu modifié, mais en fait, c'est le revenu une fois qu'on vient mettre ces deux exceptions-là de ce qui n'est pas compté, hein. Et donc, les montants qui proviennent d'un REI, et de la prestation universelle pour la garde d'enfants, donc le programme PUGE, et les montants reçus de la PCPH, donc la prestation canadienne pour personnes handicapées elle-même, ils ne sont pas comptés. Donc, toute cette information-là que je vous livre dans des mots simples, vous allez pouvoir retrouver cette information-là sur le site du gouvernement. Alors, la déduction spéciale sur les revenus de travail, l'exonération. Avant de faire le calcul, une partie des revenus de travail est automatiquement retirée. Comme je vous disais, là, c'est qu'on va enlever jusqu'à 10 000 pour une personne qui a des revenus d'emploi. Hein? Puis, il y a 14 000 combinés pour les personnes qui sont en couple. Alors, qui reçoit le montant complet de 200 $ par mois? Hein? Qui va avoir droit au montant total? Alors, c'est une personne seule qui a 23 000 $ ou moins de revenus admissibles, hein, après avoir retiré les 10 000 $ de revenus de travail s'il y en a. Ou un couple, c'est 32 500 $, moins les revenus admissibles. Hein? Une fois qu'on va avoir, c'est une fois qu'on a retiré le 32 500, une fois qu'on a retiré le 14 000 $ de travail qui est exonéré. Les critères d'admissibilité à la prestation canadienne pour personnes handicapées, je vous les rappelle, parce que s'il y a des personnes qui n'ont toujours pas fait les démarches ou qui sont en attente d'être admis au crédit d'impôt pour personnes handicapées, je pourrais y revenir, mais c'est une exigence. Hein? Donc, c'est les personnes qui sont âgées de 18 à 64 ans, inclusivement. Donc, cette période-là, là, quand on dit c'est jusqu'à 65 ans, ça prend fin pour le mois au cours duquel la personne, elle va avoir 65 ans. Donc, quand une personne va recevoir la prestation, là, à partir de juillet, ben, elle va la recevoir jusqu'au mois de son anniversaire, où elle va avoir 65 ans, puis après ça, ça va être terminé. Donc, je répète, les personnes qui sont âgées de 18 à 64 ans et les personnes qui ont été déjà admises au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et aussi, vous devez être un résident canadien avec un statut légal, soit de citoyen, de résident permanent, une personne protégée, un résident temporaire qui a vécu au Canada au cours des 18 derniers mois et une personne inscrite ou ayant le droit d'être inscrite en vertu de la loi sur les Indiens.
Les critères d'admissibilité toujours, donc, on vient préciser que les personnes qui sont incarcérées pour une peine de plus de 2 ans ne sont pas admissibles. Il faut également avoir produit une déclaration de revenus pour l'année d'imposition précédente. Donc, vous devez avoir produit votre déclaration de revenus pour l'année 2024. Si ce n'est pas fait, on vous invite à le faire rapidement. Si vous êtes en union, donc marié ou conjoint de fait, la personne qui remplit les critères de la prestation, donc la personne admissible, doit avoir produit une déclaration, mais son époux, son conjoint aussi devra avoir produit sa propre déclaration de revenus pour l'année 2024. Alors, pour obtenir la prestation, pour avoir un versement, à partir de juillet, il faudra que vous rencontrez tous ces critères-là. Sinon, sachez que ce sera rétroactif. Ils ont prévu déjà dans le règlement un calcul pour la rétroaction. Donc, même si vous êtes un petit peu en retard, c'est juste que vous ne recevrez pas. Si vous n'avez pas encore fait votre déclaration, vous n'avez pas terminé le processus d'admissibilité au CIPH, vous devrez attendre un petit peu, puis là, à ce moment-là, il y aura une rétroaction qui pourrait être applicable pour vous. Donc, au fond, si on fait un petit calcul, pour obtenir les prestations en juillet 2025 et juin 2026, par exemple, il faut avoir produit la déclaration pour l'année d'imposition 2024 et ça va être comme ça à chaque année, donc l'année précédente. Les exceptions. Alors, le ministre peut renoncer à ce critère d'avoir fait ses déclarations fiscales dans l'une des situations suivantes. Donc, si une personne est victime de violence familiale ou si son conjoint ne réside pas au Canada, toutefois, ces personnes-là devront faire un processus pour faire la demande. Alors, pour se préparer, et là, vous savez qu'on a appris, le processus se clarifie, même si vous répondez déjà à toutes ces conditions-là, vous allez devoir vous inscrire. Donc, on parle d'une inscription qui pourra se faire sur un portail. Je présume que ça va être sur le même site qu'en ce moment, on voit l'information au sujet de la prestation. Je vais aller vous montrer tous ces liens-là qui se trouvent sur le site Internet de Finautonome. Donc, soyez pas inquiets. Et dès le 20 juin, sachez que même si ça se trouve ailleurs, on va trouver l'information et on va vous le mettre, le lien, comme toujours, sur le site de Finautonome pour que vous puissiez aller vous inscrire le plus rapidement possible. Donc, il y aura 2 façons de le faire, soit sur le portail directement, ou soit en téléphonant à une ligne de revenus de l'Agence du revenu du Canada. Donc, si vous n'êtes pas très familier avec l'informatique ou c'est difficile pour vous de remplir ou de faire des inscriptions en ligne, sachez que vous pourrez avoir de l'assistance pour le faire par téléphone. Donc, et ça, ce lien-là sur le portail en question, donc on nous annonce un portail, on va vous le placer là, dès le 20 juin, c'est la date qu'ils nous ont annoncée. Mais pour ça, il faut avoir rempli tous les critères que je vous ai présentés juste avant. Donc, si on veut se préparer, il faut qu'on ait fait la démarche pour obtenir l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il faut avoir un numéro d'assurance sociale. Il faut avoir produit sa déclaration de revenus pour l'année 2024 et également son conjoint. Et on vous invite aussi à préparer certains petits documents qui vont faciliter la complétion là, de votre inscription le 20 juin. C'est mentionné sur le site d'avoir une pièce d'identité donc apportée, on n'a pas précisé laquelle, une preuve d'acceptation au CIPH. Ça aussi, j'espère, on vous dit souvent de garder vos documents. Donc ça, c'est la lettre d'admissibilité qui vous dit si vous êtes admis ou non au CIPH. Donc, c'est cette lettre-là qu'on semble mentionner comme preuve. Et votre avis de cotisation. Donc, l'avis de cotisation pour 2024, si vous l'avez en main, si vous ne l'avez pas reçu,
tout ça, là, ces éléments-là de pièces d'identité, la preuve d'acceptation CIPH et l'avis de cotisation ne semblent pas être obligatoires. De ce que j'en ai compris, c'est juste que ça va faciliter donc le processus ou la complétion là, des informations sur le portail va être simplifiée. Mais je pense qu'ils ont déjà prévu, là, si les personnes n'ont pas tout ça en main, que ça puisse se faire quand même. Alors, les personnes qui sont déjà approuvées pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées et qui répondent à la plupart des critères, hein, vous allez recevoir d'ailleurs, c'est ce qui est mentionné, que vous devriez recevoir une lettre. Peut-être que certaines personnes l'ont déjà reçue. Si c'est le cas, vous seriez vraiment aimable de nous le préciser. Chez Finautonome, on est curieux. On a toujours hâte de voir quand les lettres entrent, qu'est-ce qui est écrit dans les lettres d'admissibilité. Donc, on vous dit que vous allez recevoir une lettre à partir du mois de juin. Donc, on est déjà quand même avancé en juin. Mais si certaines personnes l'ont reçu, vraiment, ce serait apprécié que vous nous partagiez l'information. Et dans cette lettre, on dit que ça va contenir un code de demande unique et des instructions sur la façon de présenter une demande. Là, comme je vous dis, je vous explique ce que j'ai trouvé sur le site jusqu'à présent. Je n'ai toujours pas vu, moi, cette lettre-là qui présente un code de demande unique, mais je vous invite quand même à être confiant et à vous rappeler qu'on va être là pour vous accompagner dans cette démarche-là. On est d'ailleurs un organisme reconnu par l'agence. Vous allez voir qu'ils vous réfèrent là, sur le site à plusieurs organismes à travers le Canada, puis qu'au Québec, Finautonome, entre autres, est une des références pour vous accompagner là, dans tout ce processus-là. Donc, je vous donne l'information que j'ai à ce jour, mais il semble qu'évidemment, le 20 juin, on va en savoir, on va vraiment vivre l'expérience de cette inscription ensemble. Alors, je vous le répète que vous pourrez soumettre votre demande soit en ligne via le portail de demande, soit par téléphone, ou il est même mentionné, c'est vrai, en personne dans un centre de service Canada. Comme vous le savez, c'est pas toujours facile quand on se rend sur place, donc je ne veux pas vous décourager, mais si vous avez la possibilité de le faire soit via le portail ou soit par téléphone, je pense que ça va être plus facile pour vous de faire cette démarche-là. Mais il semblerait que les gens des centres de service Canada seront prêts à vous recevoir pour cette demande-là à partir du 20 juin. Toujours, là, je me répète, mais on vous dit, préparez votre numéro d'assurance sociale minimalement, très important. On nous mentionne aussi l'information sur le dépôt direct. Si vous faites votre inscription sur le portail, ayez tout de suite un spécimen de chèque, autrement dit, là, pour pouvoir être capable d'entrer l'information pour le dépôt direct. Toutes les personnes qui sont déjà inscrites à vos services de revenus, je pense que ça s'appelle Mon impôt en ligne, pour avoir accès à l'Agence du revenu du Canada en ligne, à tous vos documents. Des fois, vous avez déjà fourni de l'information sur le dépôt direct, mais ayez-la tout près si on vous le demande à nouveau, là, où est-ce que vous voulez que le dépôt se fasse. Et avoir votre avis de cotisation parce qu'on va vous demander votre revenu net. Donc, ce qui est inscrit à la ligne 23 600, de votre avis de cotisation. Et c'est pour ça qu'il faut attendre l'avis de cotisation, parce que parfois, il arrive que le gouvernement va vous refaire un calcul sur votre revenu net. Donc, c'est bien que vous inscrivez ce revenu-là. Je vous rappelle que c'est une mesure qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, que les personnes qui sont admissibles à cette prestation-là, c'est les mêmes qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est pour ça que c'est aussi un prérequis. Mais je me permets de vous rappeler qu'il y a certaines personnes qui ne savent ou qui hésitent encore à se déclarer comme étant une personne en situation de handicap. J'avais envie de vous partager quelques exemples auxquels vous pensez peut-être pas. Mais des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, les personnes qui ont des TDAH sévères, des personnes qui ont
qui vivent un épisode de dépression majeure qui dure depuis plus de 12 mois consécutifs, donc 12 mois en fil, pourraient être admissibles. Même chose pour les personnes qui ont la COVID longue. Donc, à partir du moment où même les personnes qui traversent un cancer et qui vivent des obstacles importants dans leur vie quotidienne depuis plus de 12 mois peuvent être admissibles aussi à cette prestation-là si elles font d'abord la demande au CIPH. Alors, je vous rappelle toujours que ce qui est important de comprendre et de savoir et de partager comme information autour de vous, c'est qu'une personne en situation de handicap, une personne handicapée au sens des programmes, donc de l'Agence du revenu du Canada, de Revenu Québec et de la plupart, en fait, des ministères, même au Québec, là, il faut penser aux effets graves et prolongés de notre état de santé sur notre vie quotidienne. Donc, ça ne veut pas dire que le diagnostic est complètement évacué, mais c'est vraiment pas ça qui rend une personne en situation de handicap. Une personne ne peut vivre sans diagnostic et tout de même être en situation de handicap et être reconnu. Par contre, il faut être capable de démontrer qu'on a des effets graves et prolongés de notre état de santé qui nous empêchent de réaliser nos activités de la vie quotidienne au même rythme que les personnes qui n'ont pas d'enjeux graves et prolongés. Je vais sauter quelques petites vignettes. La période de paiement, ben, ça va être pour tous les mois où vous êtes admissible. Elle va suivre, attendez un instant, là. Donc, vous savez, la date de la prestation, hein, c'est pour être versé en juillet. Ce qu'il faut savoir sur les versements, quand et comment les versements sont faits. Bon, on n'a pas encore toute l'information finale, mais le premier versement aura lieu le mois suivant de l'approbation de la demande. Donc, c'est pour ça que le portail ouvre le 20 juin. Donc, je présume que vous pouvez vous attendre à avoir un versement autour du 20 juillet. Ce paiement inclut les mois rétroactifs. Hein, quand vous allez faire votre demande, si par exemple, vous êtes toujours pas admis au CIPH, que vous êtes en attente d'une réponse, qu'il vous manque des documents, que vous n'avez pas terminé, vous n'avez toujours pas reçu votre avis de cotisation. Sachez que c'est, comme je vous ai dit, là, il va y avoir une rétroaction qui est prévue aussi dans ce programme-là. Et c'est un maximum de rétroaction de 24 mois, donc 2 ans. Et votre premier paiement va inclure les mois rétroactifs quand vous serez prêt à faire votre demande puis que vous rencontrez tous les critères. Donc, par exemple, si votre demande est acceptée en juillet 2027, mettons dans 2 ans, vous pourrez pas recevoir des paiements rétroactifs depuis juillet 2025 au plus tôt. Attendez un peu, là. Comment c'est écrit? Si votre demande est acceptée en juillet 2027, vous pouvez recevoir des paiements rétroactifs depuis juillet 2025, hein, parce que c'est l'entrée en vigueur du programme, donc de la prestation. Mais pas avant, parce que le programme n'existait pas, hein, même si vous rencontriez tous les critères. Là, je m'excuse, je cafouille un peu, mais c'est parce que c'est pas moi qui ai fait de la base de la présentation, donc il faut que je prenne le temps de bien lire. Et ensuite, par la suite, la prestation est versée à chaque mois tant que vous restez admissible. Et comme je vous ai dit, tant que vous allez rencontrer les critères à la fois de revenus et d'âge, vous allez recevoir la prestation. Alors, si le montant de votre prestation est très bas, je ne sais pas moi que ce serait quelques dollars, là, 2-3 $, le gouvernement peut regrouper plusieurs mois en un seul versement global unique, versé à la date du premier paiement. Donc, vous pourriez recevoir un montant, le versement en une seule fois, donc peut-être le 20 juillet, si vous étiez admissible juste à une petite partie de cette prestation-là.
Et en cas d'interruption, hein, si vous n'êtes plus admissible à un mois donné, exemple, vous changez de situation, vous avez eu des revenus plus importants, les versements, ils s'arrêtent à partir de ce mois-là. Donc, pour recommencer à recevoir la PCPH, vous devrez refaire une demande. On espère que ce bout-là va pouvoir s'assouplir avec le temps. Combien est-ce que vous pourrez recevoir? Bien, ça, on va aller le voir ensemble. Pas tout de suite, tout de suite. Je vais aller jusqu'au bout de la présentation, puis je vais faire quelques exemples avec vous là, sur le lien d'estimation. Je vais sauter ça parce que ça, c'était des exemples avant qu'on ait accès à ce nouvel estimateur. Alors, l'argent non versé pendant la suspension sera alors payé en une seule fois. C'est-à-dire que si vous étiez suspendu, hein, parce que sachez que j'ai vu dans le règlement, il y a évidemment, il faut faire des vraies déclarations, à la fois sur ses revenus, sur sa condition, et que si vous faisiez une fausse déclaration, ben vous pourriez être exclu évidemment du programme, là, puis il pourrait y avoir des conséquences à la suite de ça. Donc, on vous invite vraiment à déclarer vraiment les choses en toute vérité là, à l'agence pour pas avoir une suspension. Je vais passer peut-être un peu plus rapidement là, sur le bout de qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est exclu. On va commencer par vous permettre de recevoir cette dite formation-là avant de penser aux personnes qui seront suspendues en cours de route. Pour les personnes qui ne seraient pas capables elles-mêmes hein, de se représenter. Hein. Si vous avez besoin de mesures de représentation pour un proche aidant qui serait pas capable par lui-même de faire la demande, de faire la déclaration, ben sachez que vous pouvez faire la demande pour une autre personne, vous pouvez faire la demande, contester la décision, donc le représenter, mais vous devez être un représentant légalement autorisé, hein, soit par un jugement ou une loi. Et le ministre, on précise que le ministre peut décider que la prestation serait versée directement à ce représentant pour le compte de la personne. Je vous mets de l'information au sujet des protections légales pour que vous rappeliez puis que vous preniez des dispositions pour vraiment, si c'est le cas pour vous, que vous êtes un proche aidant, que vous aidez un adulte qui est inapte ou partiellement inapte, ben c'est important d'aller chercher des mesures de protection légale, des mesures d'assistance, de tutelle. Donc, on a ces liens-là sur le site Internet de Finautonome aussi. On a également un petit webinaire là, qui vous explique en gros c'est quoi les mesures de représentation, un mandat de protection, une tutelle au majeur, une mesure d'assistance au majeur. Donc, c'est un petit webinaire qui dure 1 heure, qui est vulgarisé, qui est fait par une équipe de notaires bénévoles là, qui ont gentiment accepté de vulgariser pour vous ce que c'est, puis pour vous permettre après ça de prendre des décisions éclairées, de faire vos démarches. Autre fait à savoir, une personne qui est libérée de prison doit maintenant faire une nouvelle demande pour recevoir la prestation. Il ne suffit pas d'informer qu'elle est sortie. Hein. Il faut vraiment, il faut faire comme toutes les autres personnes, c'est-à-dire il faut faire toute la démarche là, pour s'inscrire à la prestation. Les jeunes de moins de 18 ans et 6 mois doivent désormais faire leur déclaration de revenus pour avoir droit à la prestation. Si vous assistez dans l'une de nos présentations, on le mentionne à quelques reprises, là, dans le passage à 18 ans, si vous pouvez faire une déclaration fiscale pour vos jeunes à partir de 17 ans, ça facilite l'obtention de différents programmes et mesures, dont celle-là. Ça va aussi vous faciliter l'aide, pas juste pour la prestation canadienne pour personnes handicapées, mais pour d'autres aides. Je vous rappelle, avant de terminer ce bout de présentation, que
tout ce que je viens de vous présenter ne doit pas être considéré ou interprété comme un conseil financier, juridique ou fiscal. Notre rôle, c'est de sensibiliser, de vous outiller, de vous accompagner en lien avec les programmes et mesures. On n'offre pas des services professionnels, donc si vous avez besoin de mesures, d'avoir des conseils d'un professionnel, que ce soit un comptable, un fiscaliste, un notaire, un avocat, on a quelques membres d'une communauté de pratique qui sont présents sur la page Internet de Finautonome. Ils connaissent bien les mesures et la réalité des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Je vais tout de même aller vous montrer maintenant, je vais faire une petite présentation, donc je vais sortir ici, puis je vais aller vous montrer sur notre site web où se trouve l'information que je vous ai présentée aujourd'hui, parce qu'on vous a mis des liens sur notre site web pour que ce soit facile, comme toujours, pour vous, de trouver l'information et d'être le plus autonome possible, même si ça nous fait grandement plaisir de vous aider, qu'on est là pour ça. Donc, vous voyez que j'ai été placer l'information pas plus tard que tout à l'heure dans Programmes et mesures. Donc, si vous avez visité notre site Internet cet après-midi, c'était pas là, c'est vraiment tout neuf. Je suis venue vous mettre dans la section Programmes et mesures tout en haut. Donc, la prestation canadienne pour personnes handicapées. Les personnes qui aiment consulter notre vulgarisation sur comment faire ses impôts, comment se préparer pour faire nos impôts, l'information, elle est toujours là. Elle est simplement un peu plus bas dans cette même page, mais elle est toujours présente. Donc, si vous avez toujours des questions, vous n'avez pas fait votre déclaration fiscale, puis vous voulez être certain de rien oublier, allez consulter cette section. Pour la prestation canadienne pour personnes handicapées, si on clique, je vais venir même... en tout cas, je vais le rouvrir à nouveau. Si je clique ici, vous voyez que ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, c'est comme ça qu'on fait toujours Finautonome sur tous les liens. La page ici de Finautonome est toujours là. Donc, la page sur la prestation canadienne. Quand présenter une demande, vous avez vu, je vous ai marqué à partir du 20 juin. Si vous êtes admissible, vous pouvez avoir toute l'information bien détaillée sur les critères d'admissibilité. Donc, tout se trouve sur cette section-là. On vous donne des liens connexes, entre autres sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Puis, vous voyez ici, si vous allez dans les organismes offrant des services d'accompagnement à l'égard des mesures de soutien pour les personnes en situation de handicap, si vous cliquez sur cette page-là, vous voyez qu'on est reconnu, on est soutenu par l'Agence du revenu du Canada pour vous offrir ce service-là gratuitement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services. On est là pour ça et on est soutenu financièrement par le gouvernement pour vous aider à vous débrouiller avec les programmes et mesures. L'estimateur, si on veut voir comment trouver l'estimateur, je vous ai mis le lien ici. Vous avez le petit onglet, le bouton « Estimer votre prestation ». Il se trouve aussi dans la page du gouvernement, si vous remontez un peu plus haut. Non, pas sur celle-là, excusez-moi. Pas dans la page d'admissibilité, mais combien vous pourriez recevoir. Vous voyez ici, estimation du montant de votre prestation. Donc, ça nous amène sur un estimateur. Comment est-ce que ça peut nous être utile? Bien, vous voyez pourquoi on nous dit que ça facilite sur le portail. Allez inscrire votre revenu net. Puis ça, c'est ce qui va se trouver à la ligne 23 600 de votre déclaration de revenus 2024. Mais faites attention. Là, on vous dit, c'est pour ça que ça va être estimé. Parce que quand vous allez prendre votre avis de cotisation, ce que le gouvernement vous envoie une fois qu'il a traité votre demande de déclaration fiscale, des fois, ce revenu net-là peut changer. Si vous avez fait une erreur, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas bien inscrit au bon endroit, il va avoir recalculé votre revenu net et ça va être toujours la même ligne, mais de votre avis de cotisation. Donc, je vais vous faire une simulation. Par exemple, on va dire que mes revenus, à la ligne de mon revenu net, est inscrit en ce moment, on va dire je suis une personne seule et, oups, là j'ai sauté une étape par exemple. Je vais vous montrer quelque chose, excusez-moi, parce que la première question, c'est ça que vous allez voir quand vous arrivez, c'est démarrer l'estimateur
des prestations, il faut d'abord dire si on est célibataire, marié ou conjoint de fait. OK? Donc là, on va faire une première simulation avec quelqu'un de célibataire dont le revenu net de la déclaration fiscale pourrait être 22 300. On vous rappelle ici, on dit « Entrez votre revenu d'emploi ». Bon, là, peut-être je vais refaire ça pour que ce soit plus concret pour vous. Je suis une personne qui reçoit la solidarité sociale et mon revenu est de, là, je ne sais pas par cœur, mais je vais dire 12 500 $. OK? Ça, c'est mon revenu d'aide au dernier recours. C'est ça que je reçois annuellement. Mais j'ai aussi un emploi à temps partiel où j'ai des revenus d'emploi comme travailleur autonome. Je viens ici entrer mes revenus d'emploi. Puis là, vous voyez, quand vous posez des questions, si vous venez ouvrir et c'est la petite flèche, on va vous donner les lignes dans votre revenu d'impôt, dans votre rapport d'impôt, où est-ce que vous avez dû inscrire des montants ou la personne qui remplit votre rapport d'impôt. Donc, qu'est-ce que ça comprend, un revenu d'emploi? Bien, c'est un revenu de travail, un revenu d'emploi. Il y a aussi d'autres revenus d'emploi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être là. Peut-être toutes les indemnisations sont à la ligne 10 400. Les indemnités de la SNEST, de la SAAC ou d'un assureur privé. Les montants imposables de bourses d'études pour les personnes qui sont aux études et qui ont reçu des bourses. Des subventions reçues par des artistes pour un projet. Ça aussi, c'est des cas qu'on voit parfois. Des revenus d'entreprise. Donc, si vous opérez une entreprise et que vous avez déclaré un revenu en lien avec votre entreprise, c'est aussi un revenu qui est comptabilisé là. Les revenus de profession libérale, donc de travail. Les revenus de commission. Si vous travaillez dans un restaurant et que vous recevez des commissions, ça compte aussi dans les revenus. Si vous faites de la revente de certains produits pour une compagnie et que vous avez une commission sur ces reventes-là, ce sont des revenus de commission, les revenus d'agriculture et les revenus de pêche. Donc, disons que j'ai un emploi à temps partiel et que dans mon année, j'ai gagné 600 $. Je viens l'inscrire ici, mon revenu d'emploi. Et comme je n'ai pas d'enfant, je suis une personne célibataire, je n'ai pas d'enfant, ben j'ai pas reçu de prestation universelle pour la garde d'enfants. Et comme j'ai 45 ans, on va dire, ben j'ai pas non plus retiré de montant de mon régime d'épargne invalidité. Donc, je mets 0. Et là, on vous dit d'entrer le montant de remboursement de la prestation pour les enfants. On n'en a toujours pas. Excusez-moi, je vais vous expliquer la différence. Entrez le revenu de la prestation. Ça, c'est qu'est-ce que le gouvernement vous verserait, OK? La prestation universelle pour la garde d'enfants. Puis pour ce qui est du régime enregistré d'épargne invalidité, ça, c'est si vous retirez de l'argent du REI, OK? Si vous retirez un certain montant, c'est ce montant-là que vous venez mettre dans la première ligne. Mais si vous deviez de l'argent, OK? Ou si vous êtes obligé de rembourser, ça arrive parfois que vous avez reçu en trop et là, vous devez rembourser au gouvernement un montant, il va venir le réduire. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir mettre ce montant-là ici. Si vous faites un remboursement à la prestation universelle pour la garde d'enfants, ou pour le régime enregistré d'épargne invalidité, ce qui est très rare, vous viendriez quand même le mettre ici. Sinon, pour la plupart des personnes, on met 0. Puis là, on fait simplement estimer mes prestations. Là, on dit que selon ce qui est le calcul, je pourrais être admissible pour recevoir la pleine prestation, parce que mon revenu était vraiment dépasse pas l'exonération, donc j'ai droit au maximum. Si on fait un autre exercice où on va venir changer un peu la donne pour un couple avec un plus gros revenu. Donc, les personnes sont mariées, conjointes de fait, la personne qui fait la demande. Le montant de son revenu, on va dire que c'est une personne qui a le programme de revenu de base. Donc, on va dire qu'elle a 15 000 $, j'arrondis pour que ce soit plus facile pour la compréhension. C'est une personne qui fait 10 heures de travail
par semaine dans une entreprise et qui gagne, on va dire, annuellement 8 000 $. Et que si elle gagne 8 000 $, et là, après ça, on va venir, est-ce que ces personnes-là ont des enfants? On va dire que les personnes n'ont pas d'enfants, ils font pas de remboursement non plus, ni à leur REI, ni à la prestation. Mais là, on va devoir venir mettre l'information sur le partenaire, donc le revenu net du partenaire. Mettons que c'est un couple de 2 personnes qui sont admissibles et que l'autre personne est aussi admissible et est aussi sur le programme de revenu de base. Donc, on va mettre 15 000 $. Est-ce qu'elle a des revenus d'emploi? On va lui donner un revenu d'emploi aussi à cette personne-là. On va lui donner un revenu d'emploi, elle, de 10 000 $. Parce que je veux que vous voyez qu'est-ce que ça donne si on dépasse les exemptions pour un couple. On n'a pas de retrait de REI, on ne reçoit pas de prestation universelle, on n'a pas de remboursement non plus. Donc, on va estimer la prestation. Hop, il nous demande vraiment d'aller mettre des zéros. Ou, attendez un petit peu. Donc, 15 000 $. Les revenus, on avait dit 10 000. Oups, j'en ai mis trop. On va venir mettre 0 ici, 0 ici. C'est drôle, c'est comme s'il n'y avait pas effacé les informations de la précédente demande. Je vais essayer de le rentrer à nouveau. Je ne me suis pas pratiquée sur plusieurs en fil. Donc, on avait dit 15 000, cette personne-là gagnait 8 000 $ par année. Donc là, si on fait ça, estimer. Alors, on dit quand même que cette personne-là pourrait tout de même être admissible à la pleine prestation de 200 $ parce qu'il ne dépasse pas les montants d'exonération de travail, ou peut-être un peu, mais malgré tout, il ne dépasse pas les seuils. Donc, en tout et partout. Donc, ça, c'est l'estimé qu'on va vous donner pour vous dire c'est quoi l'estimation de votre prestation. Je pense, je vais aller vous mettre, je ne l'ai toujours pas mis, mais je vais aller vous mettre pour les personnes qui ont envie de lecture plus, qui ont besoin d'une lecture de chevet. je vais vous mettre en lien, là, dès demain, ce sera disponible avec la présentation de ce soir, le règlement sur la prestation pour que si vous êtes curieux, vous voulez savoir toutes les exceptions, tout ce qui est prévu vraiment dans le règlement jusqu'à ce jour, je vais vous le rendre disponible aussi et je vais venir placer un autre petit bouton avec un hyperlien qui sera juste placé en dessous de « Estimer votre présentation ». Donc, ça termine. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Avant d'aller voir l'ensemble des questions, je réponds peut-être à une ou deux. Merci. Peut-être 3. Je vais arrêter l'enregistrement avant d'aller prendre mes questions parce que, comme je vous ai dit, je vais rendre ma présentation disponible dès demain.